Je n'aurais jamais pensé écrire ça un jour. Même maintenant, des mois plus tard, alors que la douleur dans ma cheville n'est plus qu'un souvenir sourd et persistant, mes mains tremblent quand je repense à ce qui m'est arrivé dans ces bois. Ce n'est pas une histoire à raconter au coin du feu, ni une anecdote pour attirer l'attention. C'est ce qui s'est réellement passé quand je me suis perdu dans les montagnes et que j'ai rencontré quelque chose qui ne devrait pas exister. Un Bigfoot. Un vrai Bigfoot m'a sauvé la vie. J'avais planifié cette excursion de camping en solo pendant des mois, de manière obsessionnelle. C'était plus que des vacances. C'était une croisade contre ma propre perception d'incompétence. J'ai dévoré des blogs écrits par des baroudeurs chevronnés, regardé d'innombrables vidéos YouTube de gens construisant des abris avec rien d'autre qu'un couteau et une attitude positive, et j'ai claqué un fric monstre dans les derniers équipements à la mode. Je voulais me prouver, et peut-être prouver à tout le monde, que j'en étais capable. Que moi, le type qui appelle généralement à l'aide pour changer une ampoule, je pouvais partir seul dans la nature sauvage, survivre par mes propres moyens et revenir avec des histoires qui ne parleraient pas de mes aventures en ville. Mes amis, avec leur bon sens que je bénis, n'arrêtaient pas de me dire de commencer petit. Tu pourrais peut-être essayer un parc régional d'abord, tu sais, un de ceux avec un poste de garde et du réseau, suggérait-il gentiment. Mais je n'ai pas écouté, l'orgueil est une bête têtue et stupide. J'ai choisi un coin paumé, à peine indiqué sur les cartes, dans les montagnes, à 3 bonnes heures de route de la ville la plus proche, un endroit où les sentiers étaient plus des suggestions que des règles. Avec le recul, c'était ma première erreur, la première d'une longue série en cascade. La route pour monter était magnifique, d'une beauté trompeuse, le genre de beauté qui vous berce dans un faux sentiment de sécurité. Des forêts infinies de pins et de sapins recouvraient tout, leur parfum épais et pur flottant dans l'air. Au loin, des montagnes aux parois de granit déchiquetées griffaient le ciel, promettant l'aventure et la solitude. Je n'ai pas croisé une seule autre voiture sur la route de terre sinueuse pendant la dernière heure. Je me sentais comme un explorateur, un pionnier des temps modernes, en train de faire quelque chose d'audacieux. J'ai garé ma voiture au départ du sentier vers midi, sur une petite aire de gravier sans prétention qui marquait la fin de la civilisation. J'ai mis mon sac à dos sur mes épaules, grognant sous le poids, et je me suis enfoncé dans la vaste et silencieuse forêt. Le sac était lourd, trop lourd, je le savais même à ce moment-là. Dans mon anxiété à vouloir être prêt à tout, je ne m'étais préparé à rien, j'avais emporté bien plus de nourriture que je n'aurais pu en manger en une semaine, et encore moins en un week-end. Des vêtements de rechange pour toutes les conditions météorologiques imaginables. J'avais même pris 2 sacs de couchage parce que je n'arrivais pas à décider lequel avait la meilleure cote de température. Chaque pas était un effort, un rappel épuisant de mon inexpérience. Les 2 premières heures se sont bien passées cependant. Le sentier était assez bien balisé, un mince ruban de terre battue, serpentant à travers les pins immenses et traversant de petits ruisseaux babillards. Les sons de la forêt formaient une symphonie de paix, les oiseaux chantant des mélodies complexes, les écureuils jacassant avec indignation depuis les branches, le doux bruissement des feuilles dans la brise. Je m'arrêtais souvent pour prendre des photos avec mon téléphone. Je buvais dans ma gourde et je sentais un sentiment de fierté m'envahir. Ce n'était pas si difficile. Tous ceux qui disaient que je n'étais pas prêt avaient tort. Je m'en sortais à merveille. En fin d'après-midi, j'avais parcouru environ 8 kilomètres. J'avais les épaules en feu et les jambes en coton, mais j'avais trouvé un bon endroit près d'un ruisseau et j'ai décidé d'installer mon campement. Le sentiment idyllique s'est rapidement évaporé. Il m'a fallu une éternité pour monter la tente. Les instructions, avec leur schéma minimaliste, auraient aussi bien pu être écrites dans une langue extraterrestre. Les arceaux, montés sur ressort et semblant doués de vie propre, n'arrêtaient pas de sortir de leurs œillets pour me frapper au visage. Le temps que je parvienne enfin à faire tenir cette structure bancale, j'étais épuisé, trempé de sueur et bouillonnant de frustration. Mais je l'avais fait, ma tente, mon campement.
J'ai ramassé du bois, filtré de l'eau du ruisseau avec mon filtre tout neuf et mangé une barre de céréales sèches et sans joie en regardant le soleil entamer sa lente et majestueuse descente derrière les montagnes. C'était pour ça que j'étais venu. La solitude, l'autonomie, la vue imprenable. Je me suis endormi, courbaturé mais victorieux. Le lendemain matin, je me suis réveillé confiant. Trop confiant. Ce fut ma deuxième erreur et la plus critique. J'ai décidé de faire un peu d'exploration avant de plier bagages et de rentrer. Juste une petite randonnée hors sentier pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la crête. J'ai laissé tout mon équipement à la tente. Le lourd sac à dos, la nourriture, le filtre à eau, les sacs de couchage, la trousse de premiers secours. J'ai juste pris ma gourde, qui n'était qu'à moitié pleine, et mon téléphone pour les photos. Je pensais être de retour en 1 heure maximum. Il n'y avait pas de véritable sentier là où je suis allé, juste de vagues pistes d'animaux et une forêt ouverte. Je n'arrêtais pas de me dire que je reconnaîtrais le chemin du retour. Ce gros rocher couvert de mousse, cet arbre tombé si particulier, ce groupe de buissons aux formes étranges. Mais plus je m'enfonçais, plus tout commençait à se ressembler. Chaque arbre n'était qu'un autre arbre, chaque rocher le jumeau du précédent. Les repères subtils que j'avais catalogués mentalement se sont fondus dans une mer indiscernable de vert et de brun. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier le GPS, un nœud d'angoisse se serrant dans mon ventre. Aucun réseau, pas même une seule barre vacillante et pleine d'espoir. Je me suis dit de ne pas paniquer. La panique était l'ennemi. J'avais lu ça. Le soleil était encore à l'est. Je pouvais m'orienter grâce à lui. J'allais juste me diriger vers l'ouest, par où j'étais venu. Sauf que je ne me souvenais plus avec certitude de quelle direction il s'agissait. Étais-je venu du nord ou de l'ouest? Ma tente était-elle en amont ou en aval d'ici? J'ai essayé de revenir sur mes pas, mais chaque direction me semblait étrangère et inconnue. J'ai marché pendant ce qui m'a semblé des heures, ma confiance initiale s'effritant en poussière. Ma gourde était presque vide. Le soleil grimpait plus haut, tapant à travers la canopée, transformant la forêt en une étuve humide. Je transpirais à travers ma chemise, mes jambes me faisaient mal d'une fatigue profonde et brûlante, puis j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé le sang. Je n'avais aucune idée de l'endroit où je me trouvais, pas la moindre. J'ai essayé de rester calme, de me souvenir de tous ces conseils de survie que j'avais si nonchalamment absorbés. Rester au même endroit si on est perdu, conserver son énergie, ne pas paniquer, mais je ne pouvais pas rester assis là. Ma tente contenait toute ma nourriture, mon filtre à eau, mon abri, tout. Je devais la retrouver. Alors, j'ai continué à marcher, une marche désespérée et chancelante, en espérant tomber sur quelque chose de familier. Le ruisseau, le sentier, n'importe quoi. C'est là que le terrain est devenu hostile. J'avais dérivé dans une partie de la forêt où le sol n'était que pierriers instables et pentes raides et impitoyables. Des falaises plongeaient dans le vide. Des corniches étroites, à peine assez larges pour mes chaussures, s'accrochaient aux parois rocheuses. J'aurais dû faire demi-tour, trouver un chemin plus sûr, mais j'étais obsédé par l'idée que, si je pouvais atteindre un point plus élevé, je pourrais voir où j'étais, me repérer. Alors, j'ai commencé à grimper, utilisant des racines d'arbres exposées et des affleurements rocheux comme prises, me hissant le long de la pente abrupte. J'étais à peu près à mi-hauteur quand mon pied a glissé. Juste un rocher instable qui a bougé sous mon poids, rien de dramatique, mais ça a suffi. Je suis tombé lourdement, dévalant peut-être 3 ou 4 mètres avant que mon corps ne heurte un gros rocher. La douleur dans ma jambe a été instantanée et écrasante. Une agonie fulgurante, d'une blancheur aveuglante, qui est montée de ma cheville jusqu'à ma hanche. J'ai essayé de me relever, de me mettre debout, et je me suis immédiatement effondré au sol avec un cri. Ma cheville ne supportait aucun poids. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu qu'elle était déjà en train d'enfler jusqu'à la taille d'un pamplemousse, la peau prenant une teinte violacée et bleue écœurante. C'est là que la vraie panique s'est installée, froide et absolue.
J'étais perdu, gravement blessé et complètement seul. C'était déjà le milieu de l'après-midi. Le soleil allait se coucher dans quelques heures. Je n'avais ni tente, ni sac de couchage, ni nourriture, juste les vêtements que je portais et une gourde vide. J'ai essayé d'appeler à l'aide, criant jusqu'à ce que ma gorge soit à vif, mais ma voix se perdait simplement dans l'immense forêt indifférente. Personne ne viendrait. Personne ne savait même exactement où j'étais. J'ai réussi à me traîner sous le surplomb d'un grand pin, ma jambe hurlant de douleur à chaque mouvement atroce. Je suis resté assis là, appuyé contre le tronc, essayant de comprendre quoi faire, essayant de ne pas penser au froid qu'il ferait la nuit, ou aux animaux qui pourraient être là, loups, ours, pumas. J'étais complètement exposé, complètement impuissant. Mon téléphone était inutile, toujours pas de réseau. La batterie était de toute façon en train de mourir. Je l'ai éteint pour économiser le peu d'énergie qu'il restait. La douleur dans ma jambe était une pulsation constante et vicieuse. J'ai essayé d'enlever ma chaussure, mais ma cheville était trop enflée pour passer l'ouverture. J'avais besoin de glace, de surélever ma jambe, d'un médecin. Au lieu de ça, j'avais de la terre, des rochers et rien. Je suis resté assis là pendant peut-être 1 heure, peut-être 2, alors que les ombres s'allongeaient et que la température commençait à baisser. Je frissonnais déjà. À la tombée de la nuit, je serais gelé. J'ai pensé à ma famille, à mes amis, à tous ceux qui m'avaient dit que c'était une mauvaise idée. Ils avaient raison. J'étais un imbécile. Je n'étais pas prêt pour ça. Je n'aurais jamais dû venir ici. C'est là que je l'ai entendu. Un bruit dans la forêt, à une 50aine de mètres. Des bruits de pas lourds, écrasant les broussailles. Pas le trottinement léger d'un cerf, mais quelque chose de lourd, de substantiel. Mon cœur s'est mis à battre contre mes côtes comme un oiseau piégé. Un ours. Ça devait être un ours. Je me suis figé, essayant de me faire aussi petit et insignifiant que possible, retenant ma respiration. Les bruits de pas se sont rapprochés, réguliers et délibérés, comme si la créature, quelle qu'elle soit, n'était pas pressée. J'entendais de grosses branches craquer, des feuilles bruire, de plus en plus près. Et puis, je l'ai vu, une forme sombre se déplaçant à travers les arbres. Au début, j'ai cru que mes yeux me jouaient des tours, que la douleur et la peur me faisaient halluciner. C'était grand, trop grand, et ça marchait sur 2 jambes. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter ce que je voyais. Ça devait être une personne, un autre randonneur. Mais alors que le Bigfoot se rapprochait, entrant dans une zone de lumière tachetée, j'ai réalisé avec une vague de terreur primaire que ce n'était pas du tout humain. Le Bigfoot était massif, mesurant facilement 2,30 m ou 2,50 m, couvert de la tête aux pieds d'une épaisse fourrure sombre, brun-roux. Ses épaules étaient d'une largeur invraisemblable, plus large que celle de n'importe quel humain que j'avais jamais vu. Ses bras étaient longs, descendant presque jusqu'à ses genoux, se terminant par d'énormes mains à l'aspect puissant. Et il marchait droit sur moi. Chaque muscle de mon corps me hurlait de courir, mais je ne pouvais pas. Ma jambe était inutilisable. Tout ce que je pouvais faire, c'était essayer de ramper en arrière, traînant mon membre blessé dans la terre, loin de cette chose impossible. La douleur n'avait plus d'importance. La terreur pure et sans mélange avait pris le dessus. Le Bigfoot s'est arrêté à environ 6 mètres, se contentant de rester là, à m'observer. Son visage ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu ou imaginé. Pas tout à fait humain, pas tout à fait singe, mais quelque chose d'ancien entre les deux. Des yeux sombres et intelligents étaient profondément enfoncés sous une lourde arcade sourcilière. Il avait un nez plat et une large bouche sans lèvres. Il a penché la tête, m'étudiant avec une intensité déconcertante, de la manière dont on pourrait étudier un oiseau blessé trouvé sur le sol. J'ai ouvert la bouche pour crier, mais aucun son n'est sorti. Ma gorge était trop serrée, ma poitrine trop oppressée par la peur. Le Bigfoot a fait un autre pas délibéré vers moi. J'ai essayé de reculer à nouveau, mais il n'y avait nulle part où aller. Mon dos était pressé contre la surface inflexible d'un rocher. J'étais piégé,
complètement à la merci de cette chose. Le Bigfoot s'est accroupi, se rapprochant de mon niveau, et je pouvais maintenant le sentir. Une odeur de moisi, de terre, un mélange de chien mouillé et de sol humide. Ce n'était pas désagréable, juste sauvage. L'odeur d'un animal. Il a tendu une main massive aux doigts longs et épais vers ma jambe blessée. J'ai reculé d'un coup, certain qu'il allait écraser ma cheville déjà cassée, mais il a bougé lentement, avec précaution. Quand ses doigts ont doucement touché ma cheville enflée, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai crié, un hurlement rauque et perçant de douleur et de terreur. La douleur était comme un choc électrique, un flash blanc et brûlant qui a parcouru toute ma jambe. Le Bigfoot a sursauté en arrière, surpris par ma réaction. Il a émis un son, quelque chose entre un grognement sourd et un grondement profond qui a vibré dans sa poitrine. Il avait l'air presque concerné, si c'est même possible, comme s'il n'avait pas eu l'intention de me faire mal. Ce qui s'est passé ensuite est difficile à décrire, et encore plus difficile à croire. Le Bigfoot s'est relevé, a regardé autour de la petite clairière, comme s'il réfléchissait, puis s'est penché et, avec une facilité choquante, m'a soulevé dans ses bras comme si je ne pesais rien. J'étais trop abasourdi pour résister, trop terrifié pour faire autre chose que de me laisser pendre mollement. Ses bras étaient comme des bandes d'acier, me tenant fermement contre sa poitrine. À travers la fourrure épaisse et rêche, je pouvais sentir l'immense chaleur de son corps. Il s'est mis à marcher, se déplaçant à travers la forêt dense et accidentée avec une agilité qui semblait impossible pour une créature aussi grande. Ses pieds, énormes et plats, ne faisaient presque aucun bruit sur le sol jonché de feuilles. Il enjambait les troncs d'arbres tombés et contournait les rochers comme s'ils n'étaient pas là. Je ne savais pas où il m'emmenait. Une partie de mon esprit terrifié se demandait si j'allais devenir le dîner d'une famille de ces créatures. Mais sa prise était étonnamment douce, faisant attention à ne pas secouer ma jambe blessée. Il le faisait délibérément, essayant de ne pas me faire mal. Cette prise de conscience était presque plus troublante que la peur. Cette créature réfléchissait, planifiait, prenait soin de moi. Nous avons marché pendant peut-être 15 minutes avant que le Bigfoot ne s'arrête devant une paroi rocheuse abrupte. Au début, je n'ai rien vu d'autre que de la pierre et de la mousse. Mais ensuite, le Bigfoot s'est baissé et j'ai réalisé qu'il y avait une ouverture, une grotte habilement cachée derrière des rochers tombés et un rideau de racines en surplomb. Il a dû se mettre de côté pour passer par l'entrée étroite, en prenant soin de ne pas cogner ma tête ou ma jambe. À l'intérieur, l'espace s'ouvrait sur une chambre de la taille d'un garage pour une voiture. Une faible lumière filtrait de l'entrée et d'une petite fissure naturelle dans le plafond, bien plus haut. Le sol était couvert d'un épais et doux tapis de feuilles séchées et d'aiguilles de pin secs et étonnamment propres. C'était sa maison. Le Bigfoot m'a déposé doucement sur la partie la plus moelleuse du sol, m'arrangeant pour que mon dos soit contre la paroi de pierre fraîche. Ma jambe me lançait, mais je le remarquais à peine. J'étais trop occupé à essayer de comprendre ce qui se passait. Un Bigfoot venait de me porter jusqu'à sa grotte. Ce n'était pas possible. Le Bigfoot n'existait pas. Mais il était là, accroupi à quelques mètres, me regardant avec ses yeux sombres et intelligents. Il a émis un grondement sourd, puis s'est déplacé vers le fond de la grotte. Il est revenu un instant plus tard avec quelque chose dans les mains, un épais morceau d'écorce, creusé comme un bol et rempli d'eau. Il me l'a tendu. J'ai hésité une seconde, ma peur luttant contre ma soif désespérée, puis je l'ai pris. L'eau était froide et claire, provenant probablement d'une source de montagne. J'ai tout bu avidement. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais soif. Le Bigfoot a de nouveau émis ce grondement, presque comme s'il était satisfait. C'est là qu'il a commencé à communiquer. Pas avec des mots que je comprenais, bien sûr, mais par une série de grognements, de gestes et de sons qui avaient une signification claire. Il a montré ma jambe blessée, puis m'a montré du doigt, puis a fait un geste avec 2 doigts, comme une personne qui marche. Ensuite, il a secoué la tête avec emphase. C'était si simple, mais si clair. Tu ne peux pas marcher, tu es blessé.
Il comprenait ce qui m'était arrivé. J'ai hoché la tête, touchant ma cheville enflée et grimaçant pour lui montrer qu'il avait raison. Il a grogné à nouveau, puis a fait quelque chose qui m'a coupé le souffle. Il m'a montré du doigt, puis a pointé avec force l'extérieur de la grotte. Il a refait des mouvements de marche avec ses doigts. Puis, il a secoué la tête violemment, émettant un son guttural et colérique. Le message était sans équivoque. Tu n'aurais pas dû être là. Tu ne sais pas comment survivre ici. J'ai senti mon visage rougir de honte. Cette créature avait raison. J'avais été stupide et imprudent. J'étais venu ici, bouffi d'arrogance, pensant être préparé, alors que je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Et maintenant, je dépendais entièrement de ce Bigfoot pour ma survie même. Il a semblé sentir ma compréhension et ma honte. Il a tendu la main et m'a tapoté l'épaule. Un contact lourd, mais étonnamment doux, de la manière dont on pourrait réconforter un enfant. Et on perdu. Au cours de l'heure qui a suivi, alors que le crépuscule s'installait dehors, nous avons développé une étrange forme de communication. Il faisait des sons et des gestes, et j'essayais de comprendre. Parfois, il prenait des objets pour aider à expliquer. Il m'a montré un tas de baies et de racines dans un coin de la grotte. Nourriture. Il a montré la fissure dans le plafond. La fumée sort. Il avait clairement vécu ici longtemps, connaissait chaque détail de cette grotte. Ce n'était pas juste un abri, c'était sa maison soigneusement construite. Il m'a apporté quelques-unes des baies. Elles étaient acidulées, mais pas mauvaises. Je les ai mangées avec reconnaissance. Il m'a regardé manger, puis m'a montré du doigt et a levé un doigt. Puis il a fait un geste circulaire dans la grotte, un large balayage de son bras puissant. Une personne reste ici. Il me disait de rester dans la grotte pendant qu'il sortait. J'ai dû avoir l'air effrayé, car il a émis un son apaisant, profond et calme. Je reviendrai. Fidèle à sa parole, il est revenu environ 1 heure plus tard, portant une brassée de branches droites et ce qui ressemblait à de la mousse épaisse et douce. Il les a posées avec soin, puis a commencé à travailler sur quelque chose. Je l'ai regardé, fasciné, alors qu'il arrangeait les branches en une sorte d'attelle, rembourrant l'intérieur avec la mousse douce. Il me l'a apporté et a montré ma jambe. Il voulait stabiliser ma cheville. J'ai essayé d'aider, mais il a doucement repoussé mes mains. Il travaillait avec une dextérité surprenante pour des doigts aussi grands, retirant soigneusement ma chaussure et ma chaussette et positionnant l'attelle autour de ma cheville enflée et décolorée. Chaque contact était délibéré. Chaque fois que je grimaçais de douleur, il faisait une pause, émettant ce grondement sourd, attendant que je sois prêt. Quand il a eu fini, ma cheville était soutenue, sécurisée. La douleur était toujours là, une douleur profonde et lancinante, mais elle était maintenant gérable. Il avait fabriqué une meilleure attelle que je n'aurais jamais pu le faire. J'ai essayé de dire « merci », mais les mots semblaient creux et inadéquats. Au lieu de ça, j'ai tendu la main et j'ai touché son bras, essayant de transmettre ma gratitude par ce simple geste. Il a baissé les yeux sur ma main pendant un moment, puis a de nouveau émis ce grondement, un son de reconnaissance. Il s'est levé et s'est dirigé vers l'entrée de la grotte, regardant la forêt qui s'assombrissait. Le soleil était parti, la nuit tombait. Il s'est retourné vers moi et a fait un geste. « Viens !» J'ai secoué la tête et montré ma jambe. Je ne pouvais pas marcher, mais il s'est simplement approché et m'a de nouveau soulevé aussi facilement qu'avant. Il m'a porté jusqu'à l'entrée de la grotte pour que je puisse voir dehors. La forêt était magnifique dans la lumière déclinante, tout en ombre violette profonde et les derniers rayons dorés filtrant à travers les arbres. Il a émis un son et a montré du doigt, m'enseignant, me montrant. Il m'a gardé dans ses bras alors qu'il sortait dans la forêt. Je me suis crispé, nerveux à l'idée de quitter la sécurité de la grotte. Mais il a de nouveau émis ce son apaisant. Fais-moi confiance. Il se déplaçait silencieusement à travers les arbres, évitant les branches et les obstacles avec une aisance qui semblait impossible dans l'obscurité croissante. Sa vue devait être incroyable. Il pouvait voir des choses que je ne pouvais même pas distinguer.
Nous sommes arrivés dans une petite clairière, et il s'est arrêté. Il a montré le ciel. Des étoiles commençaient à apparaître, plus brillantes et nombreuses que je n'en avais jamais vues de ma vie, une poussière de diamants scintillante éparpillée sur une toile de velours noir. Il a émis un son, presque émerveillé, et j'ai réalisé qu'il partageait cela avec moi, me montrant la beauté de son monde. La forêt la nuit n'était pas quelque chose à craindre, c'était quelque chose à apprécier. Il m'a porté le long de ce qui semblait être une piste de gibier, s'arrêtant de temps en temps pour me montrer des choses. Un hibou perché silencieusement dans un arbre, nous observant de ses yeux immenses et lumineux. Une famille de cerfs broutant dans une prairie éclairée par la lune, leur tête se relevant à notre approche avant qu'ils ne s'enfuient dans l'obscurité. Il m'enseignait, me montrait comment me déplacer dans la forêt et comment lire les signes, quelles plantes étaient des comestibles, quelles zones éviter, tout cela communiqué par des gestes, des sons et une patience incroyable et inébranlable. Puis il s'est arrêté brusquement. Tout son corps s'est tendu. J'ai senti ses bras se resserrer autour de moi, de manière protectrice. Il écoutait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Puis, je l'ai perçu. Un son sourd, entre une toux et un grognement. Il m'a déplacé dans ses bras et s'est retourné lentement. C'est là que je l'ai vu. 2 yeux jaunes, luisant dans l'obscurité à une dizaine de mètres. Un puma, grand et mince, nous observant depuis les ombres. Mon cœur s'est arrêté. Un puma, l'un des prédateurs les plus dangereux d'Amérique du Nord, et j'étais blessé, impuissant, complètement à sa merci. Mais le Bigfoot n'a pas fui. Il est resté parfaitement immobile, un géant silencieux et inébranlable, observant le puma. Le félin a tourné autour de nous, sa longue queue tressaillant, ses yeux jaunes ne me quittant jamais. Il nous traquait, nous jaugeait, décidant si nous valions le risque. Le Bigfoot a émis un son, pas fort, mais profond et résonnant. Un avertissement qui a vibré à travers sa poitrine et dans la mienne. Le puma a cessé de tourner et s'est accroupi, bas sur le sol. Il allait attaquer. Chaque muscle de mon corps s'est bloqué de terreur. Mais le Bigfoot m'a simplement déplacé sur un bras, libérant son autre main. Il s'est penché et a ramassé une pierre, une grosse, peut-être 7 kilos. Il l'a brandie, la montrant au puma. « Voilà à quoi tu t'attaques. » Le puma a hésité. Il a fait un pas en avant, puis s'est arrêté. Le Bigfoot a de nouveau émis ce son d'avertissement, plus fort cette fois, et a levé la pierre plus haut. Les oreilles du puma se sont aplaties contre sa tête. Il calculait, pesait le risque. Un humain blessé aurait été une proie facile, mais un Bigfoot de 2,50 m tenant un rocher était une toute autre histoire. Le puma a reculé d'un pas, puis d'un autre. Il a grogné une fois à un son sourd de frustration, puis s'est retourné et a disparu dans l'obscurité aussi silencieusement qu'il était apparu. J'ai réalisé que j'avais retenu ma respiration. Je l'ai laissé échapper dans un soupir tremblant. Le Bigfoot a laissé tomber la pierre et m'a réajusté contre sa poitrine, me tapotant doucement l'épaule. En sécurité, tu es en sécurité. J'avais envie de pleurer de pur soulagement. Il venait de me sauver la vie, encore une fois. Si j'avais été seul ici, avec ma jambe blessée, ce puma m'aurait tué. Sans aucun doute. Le Bigfoot a commencé à retourner vers la grotte, se déplaçant plus vite maintenant. Il avait fait passer le message qu'il voulait faire passer. La forêt, la nuit, était belle, mais elle était aussi dangereuse. Il fallait savoir ce que l'on faisait. Il fallait être fort, alerte, préparé. Je n'étais rien de tout cela. Sans lui, je serais mort ici. De retour à la grotte, le Bigfoot m'a déposé à ma place contre le mur. La température avait considérablement baissé. Je frissonnais malgré ma veste. Il l'a remarqué et a de nouveau disparu à l'extérieur. Il est revenu avec des brassées de feuilles sèches et d'aiguilles de pin douce, les entassant autour de moi comme un nid chaud et isolant. Puis il a apporté de plus grosses branches et les a disposées près de l'entrée de la grotte. Il construisait un feu. Je l'ai regardé travailler.
Il avait un morceau de silex et une pierre plus dure, les frappant l'un contre l'autre avec une habileté consommée, jusqu'à ce que des étincelles tombent sur un petit tas d'herbes sèches et de copeaux d'écorce. Il s'est penché et a soufflé doucement, attisant expertement la braise pour la transformer en une petite flamme. Il l'a nourrie avec soin, ajoutant des morceaux de bois de plus en plus gros jusqu'à ce qu'un vrai feu crépitant soit allumé. La chaleur a été immédiate et merveilleuse. Il l'avait positionné parfaitement, assez près pour chauffer la grotte, mais incliné de manière à ce que la fumée soit aspirée par la fissure du plafond. Il s'est assis en face de moi, le feu dansant entre nous, et j'ai pu pour la première fois vraiment bien le regarder. La lumière du feu jouait sur ses traits, rendant son visage presque humain par moments, complètement étranger à d'autres. Il avait des cicatrices, ai-je remarqué, des vieilles, estompées dans sa fourrure. Il avait mené une vie difficile ici, survécu à des choses que je ne pouvais même pas commencer à imaginer. Et pourtant, il s'était arrêté pour m'aider. Un étranger, un intrus qui n'avait rien à faire ici. Il a émis un son et a tendu la main. Dans sa paume se trouvaient d'autres baies, ainsi que ce qui ressemblait à une sorte de légume racine rôti dans les braises du feu. Nourriture. Je l'ai pris avec reconnaissance et j'ai mangé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était meilleur que tout ce que j'avais jamais goûté. Lui aussi a mangé, mâchant lentement, regardant le feu. Nous sommes restés assis là dans un silence confortable et complice, le crépitement des flammes étant le seul son. C'était complètement surréaliste. Je dînais avec un Bigfoot et cela semblait presque normal. Après avoir mangé, il a recommencé à communiquer, à enseigner. Il m'a montré du doigt, puis a fait le geste de marcher avec 2 doigts, puis il a secoué la tête et a montré la forêt à l'extérieur. Tu es venu ici pour marcher, pour explorer, mais tu n'es pas prêt. Il a tapoté sa propre poitrine, puis a de nouveau montré l'extérieur. Ma place est ici. La tienne, non. Pas encore, en tout cas. J'ai hoché la tête, sentant cette rougeur familière de l'embarras. Il a semblé le sentir. Il a tendu la main par-dessus le feu et a touché la mienne, la tenant doucement dans sa paume massive. Il m'a regardé longuement, puis a émis un son doux et presque gentil. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, c'était autre chose. De l'inquiétude, peut-être, ou de la pitié. Il comprenait que j'avais fait des erreurs, que j'avais été stupide. Mais il ne me jugeait pas, il m'enseignait. Au fur et à mesure que la nuit avançait, il a entretenu le feu, un gardien silencieux et diligent. Il se levait périodiquement pour ajouter du bois, toujours soucieux de maintenir une flamme de la bonne taille. Chaque action était rodée, efficace, née d'années de vie de cette manière. J'ai dû m'assoupir à un moment donné, car je me suis réveillé désorienté, la douleur dans ma jambe étant une pulsation sourde. Puis j'ai vu le Bigfoot assis en face de moi, sa silhouette se découpant sur la lumière du feu, et tout m'est revenu d'un coup. Il a remarqué que j'étais réveillé et a émis un son doux, me tendant un morceau d'écorce avec de l'eau. Quand je me suis réveillé à nouveau, la lumière grise de l'aube filtrait dans la grotte. Le feu s'était réduit à des braises. Le Bigfoot était déjà réveillé, assis à l'entrée de la grotte, regardant la forêt s'éveiller. Il s'est levé et s'est étiré, sa carcasse massive touchant presque le plafond de la grotte, puis m'a fait signe de venir. Il m'a porté hors de la grotte et m'a descendu jusqu'à un petit ruisseau à proximité. Il m'a déposé doucement sur un rocher plat et a montré l'eau, propre, fraîche. Il a mis ses mains en coupe et a bu, puis m'a fait signe de faire de même. L'eau était glacée et cristalline. Il a montré l'amont du ruisseau et a fait un geste de marche. Suis l'eau. Elle te guidera vers la sortie. Il m'enseignait à nouveau, me montrant comment retrouver mon chemin si je me perdais à nouveau. Il a passé l'heure suivante à m'apprendre des choses que je n'aurais jamais apprises dans aucun livre ou vidéo. Il m'a montré comment lire la mousse sur les arbres pour trouver le nord. Il a indiqué des traces d'animaux dans la boue, expliquant par des gestes lesquelles étaient dangereuses et lesquelles inoffensives. Il m'a montré quelles plantes étaient comestibles et lesquelles étaient du poison.
faisant des grimaces de dégoût exagérées pour les mauvaises. Il me donnait les outils pour survivre ici. Puis il a fait quelque chose qui m'a surpris. Il a fouillé dans sa propre fourrure épaisse et en a sorti mon téléphone. Je l'avais complètement oublié. La batterie devait être morte à présent. Mais il me l'a tendu et l'a montré du doigt, puis a fait un geste comme pour le tenir en l'air, cherchant quelque chose. Réseau. Il comprenait à quoi servait le téléphone. Il m'avait regardé le vérifier hier, avait vu ma frustration quand il ne fonctionnait pas. Il me disait d'essayer à nouveau. Je l'ai allumé, ne m'attendant à rien. Mais à mon grand choc, une seule barre de réseau est apparue, clignotant par intermittence, mais elle était là. Et la batterie avait encore 3%. J'ai regardé le Bigfoot, qui a hoché la tête. Il m'avait amené ici pour une raison. Cet endroit précis, près de ce ruisseau, captait. Il le savait. Il avait planifié cela depuis qu'il m'avait ramassé hier. Me mettre en sécurité, me garder en vie et m'amener à un endroit où je pourrais appeler à l'aide. Les mains tremblantes, j'ai appelé les secours. La communication était hachée, mais j'ai réussi à leur donner ma position, ma blessure, à leur dire que j'avais besoin d'être secouru. L'opérateur a dit qu'ils enverraient un hélicoptère. Cela pourrait prendre quelques heures, mais il venait. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé le Bigfoot. Il avait tout entendu, compris ce qui allait se passer. Les secours arrivaient. Je partais. Il a émis un son qui aurait pu être de la satisfaction ou peut-être de la tristesse. Il m'a soulevé une dernière fois et m'a ramené à la grotte. Il m'a déposé et a ajouté du bois frais au feu, me gardant au chaud pendant que j'attendais. Puis, il s'est assis en face de moi, comme la nuit dernière, et nous nous sommes simplement regardés. J'ai essayé de trouver des mots, mais rien ne semblait adéquat. Merci ne suffisait pas. Tu m'as sauvé la vie, était vrai, mais insuffisant. Cette créature m'avait montré plus de compassion que beaucoup de gens ne l'avaient jamais fait. Il avait été patient avec mon ignorance, doux avec ma peur et généreux de ses connaissances. Il n'avait rien demandé en retour. J'ai tendu la main et il a pris la mienne. Sa paume était rugueuse et calleuse mais chaude. Nous sommes restés assis comme ça pendant un long moment, sans bouger. Juste présents l'un pour l'autre. Deux créatures complètement différentes partageant un moment de connexion. Il a serré ma main doucement, puis il a lâché. Il m'a montré du doigt, puis a montré sa propre poitrine, puis a montré l'extérieur. Toi, tu pars. Moi, je reste. C'est ma maison. Tu as la tienne. J'ai hoché la tête, sentant les larmes me monter aux yeux. Il a tendu la main et les a doucement essuyées avec son pouce massif. Il a de nouveau émis ce grondement apaisant. Ça va. Puis il s'est levé et s'est dirigé vers l'entrée de la grotte. Il m'a regardé une dernière fois et je jure qu'il a souri. Juste un léger relèvement des coins de sa bouche, mais c'était là. Puis il s'est retourné et s'est enfoncé dans la forêt, disparaissant dans les arbres comme s'il n'avait jamais existé. Environ 1 heure plus tard, j'ai entendu l'hélicoptère. J'ai rampé hors de la grotte en agitant les bras. Ils m'ont vu et ont atterri. 2 secouristes sont accourus, me posant des questions, vérifiant mes constantes vitales, examinant ma jambe. Ils étaient stupéfaits que j'ai survécu à la nuit ici. Ils m'ont demandé comment j'avais réussi à faire une attelle aussi bien, comment j'étais resté au chaud, où j'avais trouvé de l'eau. Je ne leur ai pas parlé du Bigfoot. Je ne pouvais pas. J'ai dit que j'avais trouvé une grotte et que j'avais fait avec ce que j'avais pu trouver. Ils ont semblé me croire. Alors que l'hélicoptère décollait, j'ai regardé la forêt en contrebas. Quelque part là-dessous, un Bigfoot regardait. Quelque part dans ces arbres, une créature qui ne devrait pas exister vaquait à ses occupations, menant une vie que les humains ne comprendraient jamais pleinement. Et ce Bigfoot m'avait sauvé la vie. Cela fait des mois maintenant. Ma cheville a guéri, même si elle me fait encore mal quand le temps change. Je le considère comme un rappel. J'ai repris ma vie normale, mais quelque chose de fondamental a changé en moi. J'ai un nouveau respect pour la nature sauvage, une humilité profonde et durable.
J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur les observations de Bigfoot. La plupart le décrivent comme agressif ou dangereux. Mais ce n'était pas du tout mon expérience. Le Bigfoot que j'ai rencontré était doux, patient, protecteur, un être pensant et sensible, doté de compassion et d'intelligence. Parfois, je me demande si je n'ai pas tout rêvé. Mais ensuite, je me souviens de détails trop réels pour être imaginés. La texture de sa fourrure, l'odeur de terre, le son exact de ce grondement, le poids de sa main sur mon épaule, l'intelligence dans ses yeux sombres. Aucun rêve ne pourrait être aussi vif. Je pense parfois à y retourner, à trouver cette grotte, à laisser un cadeau. Mais je sais que je ne le ferai jamais. Ce serait égoïste. Le Bigfoot m'a aidé puis m'a laissé partir. Il voulait juste qu'on le laisse tranquille. Le moins que je puisse faire est de respecter cela. Je porte cette expérience avec moi chaque jour. Les leçons que le Bigfoot m'a apprises sur l'humilité, sur le respect, sur le fait qu'il y a encore des mystères dans le monde qui n'ont pas besoin d'être résolus ou documentés. Certaines choses peuvent simplement exister, silencieuses et inconnues. Je sais ce que les gens diraient si je leur racontais. Je n'ai aucune preuve, mais je sais ce que j'ai vécu. Je sais que le Bigfoot était réel. Je sais qu'il m'a sauvé la vie. Je sais qu'il était plus humain dans sa compassion que beaucoup d'humains que j'ai rencontrés. Et je sais qu'il est toujours là-bas, vivant la vie qu'il a toujours vécue. Voilà mon histoire. Un Bigfoot m'a sauvé la vie et a changé ma façon de voir le monde. Vous pouvez y croire ou non. Je n'essaie de convaincre personne. Je partage juste ce que j'ai vécu, parce que ce serait mal de le garder entièrement pour moi. Au Bigfoot, où que tu sois, merci. Merci de m'avoir vu au plus bas et de m'avoir aidé quand même. Merci d'exister. Et à quiconque lit ceci et prévoit d'aller dans la nature, s'il vous plaît, soyez prudent. S'il vous plaît, soyez préparés. S'il vous plaît, soyez humbles. Vous n'aurez peut-être pas autant de chance que moi. Vous ne rencontrerez peut-être pas un Bigfoot qui décidera de vous sauver.